Homme d'État français, François Fillon a marqué la vie politique française nationale en exerçant la fonction de Premier ministre entre 2007 et 2012. Ancien député de la Sarthe et plusieurs fois ministre, vous avez mené d'importantes réformes avant d'être le candidat de la droite à la présidentielle en 2017. Aujourd'hui en retrait, vous consacrez notamment votre action associative à la stabilité au Liban et au soutien des chrétiens d'Orient. Monsieur François Fillon, hier à l'USJ, vous avez dialogué sur la paix et le rôle des chrétiens d'Orient. Quelles idées principales souhaitez-vous que le public libanais retienne de votre intervention au Liban ? Si j'ai décidé de m'investir dans la cause des chrétiens d'Orient, c'est d'abord parce que je pense que cette communauté, ces communautés au Moyen-Orient ont peu de défenseurs. Et donc il faut rétablir l'équilibre en les soutenant. Et c'est ensuite parce que je pense que la coexistence des communautés au Moyen-Orient, et en particulier la coexistence au Liban de toutes les religions chrétiennes, musulmanes, est un gage de stabilité pour le Liban, mais c'est aussi un gage de stabilité pour le monde. Si on n'arrive pas à maintenir la coexistence pacifique des religions au Liban, comment est-ce qu'on arrivera à la maintenir ailleurs dans le monde et en particulier en Europe ? Et donc mon message, c'est que c'est surtout un message destiné aux Français. Ce que je veux à travers la visite que je viens de faire, c'est leur montrer qu'il est de leur intérêt d'aider le Liban à surmonter ses difficultés. Et en quoi votre engagement actuel diffère-t-il de votre action politique passée ? Je suis un simple citoyen qui est à la tête d'une petite association avec très peu de moyens, donc ça n'a rien à voir avec le rôle qui était le mien lorsque j'étais Premier ministre. Mais j'essaye de mettre mon expérience, mes relations, mes convictions au service d'une cause que je crois juste, et cette cause, c'est celle des chrétiens d'Orient. Et comment est-ce que vous qualifiez aujourd'hui la politique étrangère française vis-à-vis des chrétiens d'Orient ? Bon, je vous ai dit que j'étais sorti de la vie publique, et donc je ne veux pas me prononcer sur la vie politique française, mais je constate que d'une manière générale en Europe, il n'y a pas assez de soutien pour les chrétiens d'Orient. Comme si soit c'était une cause dépassée, ou une cause qui dure depuis trop longtemps et dont on a l'impression qu'elle n'a pas d'issue ou de solution. Et le travail que j'essaye de faire, c'est justement de montrer que c'est au contraire une cause très d'actualité. Et même c'est une cause pour l'avenir. Nous avons des communautés musulmanes importantes en Europe. Et on voit arriver les tensions entre ces communautés et les populations européennes d'origine. Si on veut éviter de se trouver un jour dans des situations comme celles que le Liban a connues, il faut travailler au dialogue des religions, au dialogue des cultures, et c'est ce que le Liban a incarné pendant longtemps, et c'est ce que le Liban doit de nouveau incarner demain. Donc vous êtes en train de dire que c'est une des qualités, des caractéristiques particulières du Liban, cette coexistence entre musulmans et chrétiens, ce modèle de coexistence, cette tolérance de l'autre et de la diversité, un modèle de diversité. En fait, c'est le seul pays au monde, quasiment, en tout cas le seul pays au Moyen-Orient, où l'ensemble des communautés, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, sont associées au pouvoir. Il n'y en a pas d'autres. Dans tous les autres États du Moyen-Orient, les chrétiens sont minoritaires, ils sont souvent d'ailleurs maltraités quand ils ne sont pas obligés de quitter purement et simplement le pays qui les a vus naître et qui est le pays de leurs ancêtres. Donc le Liban, c'est un espoir pour cette coexistence pacifique des religions, et en même temps, c'est un exemple des tensions graves qui peuvent menacer cet espoir. Vous avez été dans le nord du Liban, dans la vallée sainte avec le patriarche Al-Ra'i, puis vous avez été visiter les villages du sud. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? C'est évidemment, le nord c'est très beau, et je n'y étais jamais allé, enfin en tout cas dans la vallée sainte, mais ce qui m'a le plus marqué c'est le sud. J'ai visité des villages détruits, j'ai aperçu des villages qui ont été complètement rasés,
J'ai rencontré des municipalités, des habitants qui sont venus me confier leur désarroi, leur dénuement. Ils n'ont plus rien. Il faut leur apporter la nourriture, les médicaments. Les écoles ne fonctionnent plus. Une grande partie des populations ont été déplacées. Et cette situation est intolérable. Israël est légitime à se défendre. La décision qui a été prise de désarmer le Hezbollah est une décision que j'approuve, qui est juste, qui est nécessaire, mais rien ne justifie qu'on rase des villages. Et rien ne justifie qu'on assassine des vieillards et des enfants alors qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé. Rien ne justifie qu'on pousse des centaines de milliers de personnes à quitter la terre de leurs ancêtres. Ça, c'est une violation du droit international. C'est un crime qui ne peut pas continuer et qui doit être dénoncé par la communauté internationale et en particulier par les Européens. Et vous avez souvent exprimé votre attachement au Liban. Quelle vision portez-vous pour le rôle de la France dans ce soutien politique et économique du Liban? Alors il y a un lien presque charnel entre le Liban et la France qui s'est un peu distendu avec les années. Peut-être avec des responsabilités qui sont partagées, mais la France a connu beaucoup de crises politiques. Elle a aujourd'hui une situation financière et économique et difficile qui l'a conduit à peut-être resserrer ses priorités. Mais moi, je considère que la France a une responsabilité historique au Liban. La France ne peut pas être partout dans le monde, elle ne peut pas aider tous les pays du monde. Elle a une vocation universelle, mais on a été une des premières puissances du monde, on n'est plus aujourd'hui une des premières puissances du monde, donc il faut qu'on resserre nos priorités. Et dans ce resserrement des priorités, je considère que le Liban est tout en haut de la liste en raison de notre histoire, et puis surtout parce que le Liban a besoin de nous. Il a besoin de nous, et je regrette beaucoup d'ailleurs que la France ne soit pas associée aux négociations entre Israël et le Liban. Et je regrette un relatif désengagement français au Liban. Vous pensez qu'elle aurait pu faire mieux? Oui, bien sûr. Elle avait la possibilité de faire mieux. Est-ce que ce n'était pas un peu encadré par les États-Unis de façon à ce que ça soit unilatéral, américain, israélien, libanais? Mais la France avait l'habitude dans le passé de prendre ses décisions sans demander l'autorisation des États-Unis. La France a manifesté en Europe une grande indépendance par rapport aux États-Unis, notamment grâce au général de Gaulle qui avait clairement indiqué aux Américains qu'il y avait des limites à ne pas franchir et que la souveraineté française n'était pas négociable. C'est une politique qui a été suivie ensuite par les présidents successifs, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Donc oui, la France pouvait jouer un rôle pour défendre les intérêts du Liban face à Israël qui les défendait avec le soutien des États-Unis. C'est pour ça que je regrette que la France ne soit pas associée à cette négociation. Ce n'est pas de la faute de la France, c'est de la faute d'Israël qui l'a refusé et des Américains qui n'ont pas insisté. Elle a essayé avec la conférence de mars pour aider l'armée. Absolument, et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se décourager. La France, par ailleurs, le gouvernement français fait beaucoup au Liban, a maintenu une politique de soutien au Liban, mais il ne faut pas se décourager et il faut que le gouvernement français trouve les moyens de revenir dans cette négociation d'une façon ou d'une autre. Je me suis même dit que si la conférence de mars s'était passée en février, peut-être que la guerre n'aurait pas commencé. Peut-être. Avec des si. Oui, on peut mettre Paris en bouteille. Quel message souhaitez-vous adresser à la jeunesse libanaise francophone qui cherche malgré tout des perspectives d'avenir malgré la crise? Que le Liban est un pays magnifique, qui est au cœur d'une région qui est meurtrie, mais qui en même temps possède des capacités de rebond et de développement formidables. Et donc il faut que la jeunesse libanaise garde l'espoir, et il faut qu'elle ait à cœur de participer à la reconstruction de son pays. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut que les pays européens s'associent à la reconstruction du Liban, au redressement des finances libanaises, pour aider la jeunesse libanaise à rester sur le territoire libanais. Et si vous êtes aujourd'hui au pouvoir en France, quelle serait votre première décision pour les chrétiens d'Orient? D'abord, je ne suis pas au pouvoir et je n'y retournerai pas, donc c'est une question difficile pour moi, mais
moi, j'essaierai de prendre des décisions symboliques pour montrer que la cause des chrétiens d'Orient est une cause sacrée pour la France. Et donc ça passe par toute une série d'initiatives, mais je veux dire, dans tous les aspects de la politique internationale française, et en particulier vis-à-vis du Proche-Orient, la réaffirmation du caractère sacré de la présence des chrétiens en Orient devrait être rappelée par la France. Et si vous deviez résumer en une phrase votre ambition pour la relation franco-libanaise, quelle serait-elle? Qu'on retrouve la force de cette relation qui s'est affaiblie avec le temps. Donc vous pensez que pratiquement c'est faisable? Oui, c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. Il suffit d'un gouvernement français qui ait la volonté de le faire. Il suffit d'un peuple français qui soit mieux informé sur la situation au Liban. C'est d'ailleurs une des raisons de mon voyage ici, c'est de pouvoir, de retour en France, témoigner de la réalité, en particulier de la situation catastrophique qui est celle du sud Liban. On sent d'ailleurs quand on est au Liban qu'il y a un grand amour de la France, il y a une grande attente de la France. Et donc voilà, c'est une flamme qu'il faut entretenir. Monsieur le ministre, les accords de Rome prévoient un retrait progressif des forces israéliennes du sud du Liban et un transfert de souveraineté à l'armée libanaise. Selon vous, quel rôle la France peut-elle jouer pour accompagner ce processus et garantir qu'il ne reste pas lettre morte face aux tensions régionales et face au Hezbollah aussi? C'est un accord qui a beaucoup de défauts, mais c'est un accord qui a au moins l'avantage d'exister et qui marque le début d'une nouvelle ère, puisque le dialogue entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien jusqu'à présent n'existait pas. Et donc il faut saluer cet accord et regarder comment l'améliorer. Et d'abord, pour l'améliorer, il faut commencer par le mettre en œuvre sur le terrain. Pour le moment, la France est exclue de cette mise en œuvre, et donc la France ne peut pas s'ingérer dans les affaires ni d'Israël ni du Liban sans la demande du gouvernement libanais. Mais si le gouvernement libanais le souhaite, la France sera présente pour accompagner l'accord, à la fois en termes de reconstruction, en termes d'aide, mais aussi en termes de moyens militaires, à travers la participation de la France à la force des Nations Unies, ou à celle qui pourrait lui succéder demain. Donc vous pensez intrinsèquement que cet accord est positif parce qu'il a l'apanage d'être une volonté d'accord, une volonté de cohésion, une volonté d'améliorer les choses, mais que ça peut être encore amélioré. Il faut travailler dessus pour le rendre pratiquement plus viable. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui la situation est déséquilibrée. Israël a la force, le Liban l'a pas. Voilà. Dans un monde idéal, il faudrait que la communauté internationale vienne en force au Liban pour imposer la mise en œuvre de l'accord. Malheureusement, on n'est pas dans un monde idéal, et donc pour le moment, le Liban doit faire avec ce qu'il a. La France, l'Europe doivent participer au renforcement de l'armée libanaise, au redressement de l'économie libanaise, mais ça va prendre du temps. Et donc à terme, il faut mieux un accord que pas d'accord. Bien sûr, bien sûr. Mais à part le fait que dans un monde idéal, ça serait mieux de créer un accord où les responsabilités et les obligations et les devoirs sont égaux. Mais on a bien vu, après la Première Guerre mondiale, que la naissance de la Seconde Guerre mondiale est venue parce que l'accord était à l'avantage du plus fort et au désavantage du plus faible. Et c'était le germe de ce qui a créé la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était un accord inégal à la fin de la Première Guerre mondiale. Je crois qu'au Liban, il faut que l'accord aussi soit égal entre le Liban et Israël, pour éviter de renforcer le Hezbollah ou tout ce qui viendrait après le Hezbollah. N'est-ce pas? Ne pensez-vous pas ça? Bien sûr, mais cet accord n'est pas encore le traité de Versailles. C'est voilà. le début d'une négociation. Mais moi, j'ai souvent eu l'occasion de dire aux Israéliens que la paix dans la durée passait par le respect de l'ensemble des intérêts des peuples de la région.
Et l'idée que Israël peut survivre seul pendant des siècles au milieu de territoires hostiles est une idée fausse. C'est une idée qui n'a aucune équivalence historique. Et donc si Israël veut construire une paix durable, Israël doit faire des concessions. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Fillon, la FINUL joue depuis 1978 un rôle central dans le maintien de la stabilité au sud du Liban. Dans le contexte des accords de Rome et du retrait progressif des forces israéliennes, pensez-vous que la FINUL dispose encore de moyens et de la légitimité nécessaire pour garantir la sécurité et accompagner l'armée libanaise dans la reprise de ces zones? Alors d'abord, il faut être honnête, la FINUL joue un rôle qui est beaucoup moins important que ce qu'il devrait être, et depuis toujours, car la FINUL n'a pas en réalité les moyens nécessaires et le mandat pour s'opposer aux actes de combat qui émanent soit d'Israël, soit du Hezbollah. Et cette situation, je l'ai souvent déplorée, mais la présence de la FINUL permettait d'abord le recueil d'informations sur la situation, permettait d'avoir des témoins qui évitent que les combats et les exactions qui pouvaient être conduites de part et d'autre se fassent dans l'obscurité et le silence. Et donc, il faut maintenir cette présence internationale. Je ne sais pas comment cela sera possible, mais je pense que la France et plusieurs pays européens sont disponibles pour mettre en place une nouvelle force internationale avec un mandat, je l'espère, plus clair et des moyens plus significatifs pour l'accomplir. Évidemment. Mais les habitants du sud du Liban pensent que la FINUL est nécessaire pour le maintien de leur présence dans les villages chrétiens du sud. Oui, bien sûr. À un certain moment, quand la guerre était à son summum, les mois passés, les hommes des habitants de Ain Ebel et de Debel et de Klaya, ils faisaient partie de l'armée libanaise. Et à un moment, quand l'armée s'est retirée, les hommes ont dû quitter, les femmes sont restées seules avec les enfants et les personnes âgées. Elles se sont retrouvées totalement démunies face à, d'un côté, l'armée israélienne et de l'autre côté, la milice du Hezbollah, les militants du Hezbollah qui étaient là et qui pouvaient, de derrière le village, bombarder l'armée israélienne qui, à son tour, pouvait rétorquer. C'était des femmes et des enfants et des personnes âgées tout seuls. Donc la FINUL, c'est aussi un soutien moral. Même si oui, elle a les mains liées, même si elle n'a pas un armement extraordinaire. C'est-à-dire que c'est une présence symbolique, c'est une présence morale, c'est un soutien psychologique, c'est un support. Mais on a besoin de plus aujourd'hui. Voilà, on a besoin de plus. Et même, au fond, pour le bon fonctionnement des institutions internationales, ça n'est pas sain d'avoir des forces qui assistent impuissantes à des massacres et à des combats. Et donc ça fait longtemps que je réclame un changement de mandat de la FINUL ou de la force qui pourrait la remplacer pour lui donner des vrais moyens d'interposition entre les combattants. Vous pensez que c'est possible? C'est une décision politique? Ça concerne qui? Ça concerne tous les acteurs, ça concerne les Israéliens, ça concerne les Américains, ça concerne les Européens. Ça concerne tous les pays qui sont prêts à participer. Mais la clé, c'est évidemment un soutien américain à cette initiative. Et c'est toute l'inquiétude que j'ai pour l'avenir. C'est que si les Israéliens refusent toute présence étrangère au sud Liban et que les Américains les soutiennent, eh bien, il n'y aura pas de présence étrangère au sud Liban et ce sera dramatique. Que pensez-vous de l'idée du président américain Donald Trump de demander à la Syrie de venir en aide pour le maintien de la paix au Liban, et en l'occurrence, par extension, au sud du Liban? Est-ce que vous pensez que la Syrie a les moyens de s'interposer entre Israël et le Hezbollah? Je pense que ça dénote surtout, de la part du président Trump, d'une grande ignorance de la réalité géopolitique de cette région. Le contentieux entre le Liban et la Syrie, il est considérable. Je ne vois pas comment la présence de soldats syriens de nouveau sur le territoire libanais pourrait être un progrès. Tout à fait.
Est-ce que vous avez un message personnel pour le public libanais avant de nous quitter? C'est un message de, comment dirais-je, d'encouragement. Je suis impressionné, je suis admiratif devant la capacité de résistance des Libanais. Et en même temps, je sais que quand on est dans la souffrance, entendre les étrangers qui viennent visiter le Liban pendant quelques jours dire « je suis admiratif de la capacité de résistance des Libanais », ça n'est pas suffisant. Et donc j'ai à cœur, et je continuerai à avoir à cœur, de mobiliser des forces et des moyens pour aider le Liban. Nous vous remercions au nom de l'équipe d'An-Nahar d'être venu au Liban, d'avoir pris l'initiative de soutenir des associations qui font du bon travail sur le terrain, que cela soit la cuisine de Mariam, que cela soit les associations qui soutiennent les villages chrétiens au sud du Liban. Et j'espère que vous aurez toujours cette persévérance à toujours répéter ce qu'il faut faire quand il faut le faire et comment il faut le faire. Parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est comme ça qu'on nous entend aussi. Parce que vous êtes aussi notre voix à l'international. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous pouvez compter sur moi. Merci.